Bonjour et merci de nous inviter ici pour présenter un travail qu'on a réalisé notamment à l'ENSAD et qui a regroupé énormément de participants en fait dans des réunions dédiées au vocabulaire du virtuel. Il s'agissait d'essayer de comprendre les termes qu'on utilisait. Alors, je vais intervenir un peu plus tard. Je vais laisser la parole à Olga qui va nous présenter en fait ces séminaires. Voilà, bonjour à tous. Donc, nous nous sommes réunis ensemble, les chercheurs de l'IRCAV, de la Sorbonne Nouvelle, et les chercheurs d'INSAD Lab, du groupe Spatial Media. Au départ, on s'est posé la question donc des notions théoriques constitutives de notre expérience de la réalité virtuelle. Et la question du départ était très simple, le vocabulaire tel qu'il est utilisé au sein de l'analyse filmique, parce que moi je viens par exemple des études cinématographiques, de l'esthétique cinématographique. François est praticien et il travaille sur la notion de spatialisation, et on a voulu réunir nos efforts pour comprendre quel type de vocabulaire peut-on utiliser aujourd'hui dans l'analyse des formes, nouvelles formes filmiques telles qu'elles émergent depuis les nouveaux dispositifs de réalité virtuelle mixte et augmentée. Par exemple, pour donner un exemple concret, les notions de travelling, de la caméra subjective, du point de vue, est-ce qu'ils sont encore valables au sein de l'analyse de ces images et comment peut-on les décrire? Au départ, donc, question simple d'analyse, mais qui s'est transformée très rapidement en une étude plus complexe basée sur les concepts d'immersion, de réalité, etc. Donc, du coup, l'étude de vocabulaire a donné une étude en réalité des notions propres à ces nouvelles technologies, surtout à des formes qui en émergent. Et notamment, notre hypothèse de travail a consisté en premier temps à vérifier le lien, le rapport entre le concept de réalité virtuelle, qui, comme vous le savez, concept paradoxal, en fait, notion paradoxale, réalité virtuelle, avec la notion et le concept même de la réalité. Et nous nous sommes basés sur les recherches philosophiques, notamment de Gilles Deleuze dans ce domaine, qui, suite aux travaux, en se basant sur les réflexions philosophiques d'Henri Bergson, propose une définition contemporaine de virtuel qui s'oppose à la définition aristotélicienne et qui propose un nouveau couple théorique, en fait deux couples théoriques, en proposant non plus l'opposition classique réel-virtuel, mais en introduisant deux couples. Ça veut dire que le virtuel ne s'oppose plus au réel, mais s'oppose à l'actuel. Ça veut dire qu'il y a une question d'actualisation qui intervient en fait et qui rentre en jeu. Et à partir de ces recherches théoriques, à partir des études, des textes de Deleuze et de Bergson, donc on a essayé de définir le concept de virtuel différemment, qui, comme vous le savez, souvent qu'on se confond avec les notions telles que immatériel, potentiel, ce type de propos, et qui devient quelque part parfois même un mot valise. En fait, dans les théories, ça veut dire que c'est un mot qui décrit tout ce qui ne serait pas de la réalité. Nous nous sommes opposés à cette vision un tout petit peu indéfinie du terme, et nous avons essayé de l'étudier dans un contexte philosophique plus précis. Et à partir de ce couple d'opposition réelle-virtuelle, il y a d'autres couples qui ont émergé, présence-immersion, bien évidemment, lieu-espace, lieu-territoire, et nous avons travaillé du point de vue philosophique sur un ensemble de ces notions pour essayer de comprendre en priorité, je pense, quel rapport entretient les nouvelles technologies, les notions d'immersion, les notions de réalité virtuelle avec les notions du réel, du site, de la présence. Comment les nouvelles technologies s'ancrent à l'intérieur d'un espace concret. C'est ce rapport-là qui nous a intéressés. Et
on a produit, donc du coup, ça c'est au final les 2 ans de travail qui ont été menés sous forme de réunions, d'équipes de discussion, d'invitations parfois des spécialistes d'autres domaines. Donc ce travail se concrétisé sous forme d'un article écrit à A6 et qui présente une forme de cartographie de notre recherche. Donc moi, ma partie, je propose un approfondissement philosophique du concept de virtuel, je vous en dirai 2 mots. Ensuite, il y a les propositions de nos collègues de Rémi Sago-Duvoro, qui est présent ici, qui est notamment artiste, créateur de la réalité virtuelle et qui va présenter son œuvre où il expérimente la notion du montage, qui va le présenter demain à 15h15 ici. Samedi, en salle 105, je crois, et qui, avec un autre collègue, Mathieu Couteau, qui ont essayé de produire une toute première cartographie mentale des notions. Voilà à quoi ressemblait notre toute première cartographie quand on a essayé de définir ces fameux couples de notions philosophiques que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc on a essayé de poser à plat et de proposer une forme de interdépendance entre les différentes notions et les différentes approches, surtout philosophiques, esthétiques, sociologiques, techniques. Mais on s'est rendu très vite compte que cette cartographie était trop complexe et que ces liens entre les concepts étaient très difficiles à mettre en place de manière claire. Et ce qui s'est passé ensuite, les chercheurs tels que Guillaume Soulez et François Garnier ainsi que Sophie Balcon, ont essayé de réduire, de proposer des études plus ponctuelles dont ils vous parleront tout à l'heure, à partir de cette cartographie bien large. Donc, en ce qui me concerne, je vais présenter juste en 2 mots ma propre recherche. Je me suis rendu compte que le virtuel n'est pas une notion statique. C'était d'une importance cruciale pour moi qu'il s'agit d'une notion dynamique et que peut-être le virtuel ne se comprend qu'à partir de l'acte de virtualisation, actualisation, qu'il ne peut se manifester en tant que substance à travers uniquement quelque chose de dynamique. Et notamment, chez Deleuze, on retrouve le concept de différenciation qui caractérise le virtuel. Et ce qui est intéressant, qu'en tant qu'exemple, en fait, en tant que proposition d'exemple organique, en fait, et de virtuel, il propose la constitution de l'embryon. En fait, c'est un exemple un peu phare de Deleuze pour expliquer qu'est-ce que le procédé de différenciation et de changement de qualité avec lequel le virtuel se manifeste et par lequel il opère. C'est vraiment la constitution de l'organisation embryonnaire. Et quelque part, en me basant aussi sur les théories de Pierre Lévy, qui propose de réfléchir au concept inverse d'actualisation, c'est celui de virtualisation, qui le définit en tant que problématisation. Ça veut dire que la recherche non pas de solution, mais un travail sur la problématisation, ça veut dire de repartir une forme, en fait, faire émerger une forme de réflexion autour de la problématisation, notamment de l'espace, du temps, au sein des formes filmiques virtuelles. Donc, en me basant sur l'ensemble de ces recherches, j'ai essayé de réfléchir, bien évidemment, avec les collègues, à la notion organique de virtuel qui devient organique, notamment en tant que procédé qui va relier l'ancrage dans un espace réel et dans le corps de l'immersant, et qui va les relier avec les processus de virtualisation et d'actualisation. Voilà, je te passe peut-être la parole pour présenter ensuite la recherche de Guillaume Soulez. Merci.
Merci Olga. Donc, juste un rappel, vous avez compris que ces échanges, ces séminaires du vocabulaire du virtuel, en fait, se sont faits par un besoin de praticiens de comprendre les terminologies qu'ils utilisaient, et notamment cette ambiguïté qu'on sentait dans le terme virtuel, qui voudrait dire immatériel, mais qui semblait pas vraiment correspondre à ce qu'on faisait. On ne faisait pas simplement des choses immatérielles, on faisait des choses qui quand même nous obligeaient à bouger et être matériellement présents corporellement dans cette action. Voilà. Alors, je vais maintenant parler un peu de ce que nous a apporté Guillaume Soulez, qui est un esthéticien, un philosophe des arts du cinéma, et qui, suite à cet ensemble de discussions sur des termes très variés, nous a apporté, et Olga également, cette théorie de Deleuze qui relie réel et possible, et puis d'un autre côté virtuel et actuel. Et comme on le voit dans ce petit schéma, en fait, le réel ne s'oppose pas à l'actuel. Ces deux éléments d'une chaîne perspective, et Guillaume nous a proposé de dire, ben voilà, ces concepts, on va les rattacher à la notion de lieu, c'est-à-dire que ces actions, ces concepts sont mis en action dans un lieu. Et puis il nous a amené aussi un certain nombre d'autres concepts, la notion de dispositif, la notion de participation affective, de présence et d'action, et il nous a proposé de jouer en fait avec cet ensemble de concepts. Et Guillaume, alors excusez-moi, je me trompe de bouton. Voilà. Et Guillaume nous a proposé une première mise en schématisation en fait de ces concepts. Et donc là, on retrouve tous les concepts. Alors je vois mal à cette distance, mais en fait, il a proposé des plans de on va dire de réalité, mais des plans du lieu, différents plans du lieu superposants, donc le plan du réel, le plan des possibles, le plan de l'actuel et le plan du virtuel. Et puis à chaque contour de ce plan, c'est une espèce de cartographie, il a mis les concepts de dispositif, de participation affective, d'action, et je vois mal le dernier terme. Et il a utilisé cette grille, en fait, pour essayer de voir lui-même, quand il était face à une installation qui est Fisherman Tile, une installation de réalité virtuelle, dans quel plan de présence il se trouvait. Et il a utilisé ce diagramme, en fait, pour suivre son cheminement mental entre les différents plans de présence, on va dire, dans l'expérience. Et il nous a proposé en fait un outil qui permet de monitorer une expérience et les basculements de présence. Suis-je dans ma réalité perspective? Suis-je dans la participation affective dans la notion? Il nous a proposé ce premier diagramme, et sur cette base en fait on a continué à travailler, et j'ai fait une autre proposition de diagramme avec les mêmes éléments que vous voyez là. J'ai repris les concepts de Deleuze, j'ai repris la mise en forme en croix proposée par Guillaume, et je me suis dit, tiens, si on dit que tout ça c'est dans un lieu et que ce lieu représente la médiation en général, comment on peut associer ces éléments et comment ils peuvent s'interconnecter. Donc, par exemple, on va partir du réel. Le réel, c'est ce qu'il y a dans le dispositif au début, c'est les choses concrètes qui sont placées par l'auteur dans le dispositif. Et donc, le réel s'associe au dispositif. Il y a un ensemble d'objets qui vont m'appliquer affectivement, donc je vais rentrer en participation affective dans ce cheminement, et ces éléments de réel, le contenu du film ou le contenu du dispositif vont m'ouvrir des possibles, c'est-à-dire des envies d'aller faire des choses. Donc on retrouve l'opposition réel-possible, ou la mise en... Et en fait, à partir de ces possibles, il va se passer une chose, c'est qu'il va falloir que ces possibles vont canaliser des flux de virtuels, de potentialités à actualiser, et c'est par mon corps que je vais agir et que je vais matérialiser un virtuel, un possible sélectionné par un virtuel sélectionné par les possibles, et qui va se concrétiser en un actuel, c'est-à-dire quelque chose que j'ai fait et qui va venir enrichir les réels du dispositif. Donc on voit cette boucle se mettre en place dans une médiation en général standard, et on s'est posé la question si on pouvait l'appliquer par exemple au cinéma. Alors
je me trompe de bouton. Juste, j'aimerais préciser qu'il ne s'agit pas d'appliquer, bien évidemment, la théorie deleuzienne. Il s'agit de s'en servir en tant que boîte à outils pour pouvoir, exactement, à partir de cette réflexion autour du virtuel, qui est une réflexion moderne, en fait, pouvoir proposer un ensemble de réflexions. Voilà. Tout à fait. Bon, nous, on s'est accaparé ces outils philosophiques pour essayer d'en faire on est des praticiens, donc des outils de compréhension de ce qu'on fait, je dirais. Donc voilà, on peut appliquer ensuite, suivre en fait ce petit schéma et l'appliquer par exemple au cinéma, où on s'aperçoit qu'en effet, on ne va pas être capable d'agir, d'acter les virtuels au cinéma, et que cette actualisation va se faire via la médiation de l'acteur sur l'écran. Et ici, on voit fondamentalement où se passe la différenciation entre une expérience de médiation cinématographique et une expérience de médiation virtuelle, où on voit nous-mêmes actualiser un virtuel, en faire un actuel et enrichir le réel de l'expérience. Donc voilà un exemple d'application en fait de ces concepts. On a également Sophie qui est ici présente, qui en écoutant en fait nos échanges a apporté une contribution à un schéma qui a été développé par Roger Audin et qui est construit sous la forme d'une différenciation de 3 espaces corporels en fait, 4 espaces corporels, tu as tout à fait raison. Alors là je vais lire un peu. Roger Audin, donc, qui est un professeur en sciences de la communication, a construit un modèle de communication médiatisé qui considère comme un outil méthodologique de la recherche. Le modèle a été adapté par Philippe Bonsis aux environnements immersifs. Il considère 4 espaces de communication distincts pour expliquer l'engagement des sujets dans leur expérience en environnement immersif. Donc on voit les 4 espaces sur ce schéma: l'espace physique, l'espace numérique, l'espace de l'action. C'est surtout 4 corps que je vois sur le schéma, Sophie. Donc, un corps percevant, un corps perçu, un corps agissant et un corps incarné. Et en fait, ce dispositif va permettre d'évaluer, d'être une base théorique pour l'évaluation d'expériences immersives. Essayer de comprendre à quel moment, quel corps, en fait, est appelé à être actif dans une expérience de réalité virtuelle et éventuellement détecter dans une expérience des manques de participation d'un de ces corps. Voilà, je résume, mais si vous avez des questions sur ce dispositif, Sophie est présente et pourra vous l'expliquer. C'est justement un travail aussi sur la présence, en fait, sur le manque de présence. Et la typologie de la manière d'être présent d'un corps, si je comprends, Sophie, si je résume, la typologie de la manière d'être présent d'un corps et du manque de présence. Voilà, donc on a été très heureux de pouvoir publier les résultats de ces ensembles de discussions très riches, avec de nombreux intervenants. Et si vous avez des questions, on est à votre disposition. Des questions ? Oui. Il y a une question ici, monsieur. Nous n'allons prendre qu'une question, mais les questions derrière pourront évidemment se poser dans les allées du Forum des images. Thank you for your presentation. Please. Merci pour votre présentation. Je m'excuse, je devrais poser cette question en anglais. Cependant, pouvez-vous, en tant que praticien, nous donner quelques notions de la manière dont ces modèles vous ont aidé dans le cadre concret de votre travail, spécifiquement dans le cinéma ? Alors, concrètement, c'est nous, praticiens, qui sommes allés chercher les gens d'esthétique pour de la philosophie pour nous aider. Parce que
on avait l'impression que c'était toujours autour de cette notion de virtualité, que la virtualité n'était pas une immatérialité. C'est vraiment le problème, où on avait l'impression que le terme virtuel était considéré comme en opposition avec matérialité, alors qu'on sentait que cette réalité n'avait rien d'immatériel, c'est-à-dire qu'elle était vécue par le corps. Donc ça, c'est l'origine de la démarche, en se disant, mais non, elle est très matérialisée dans un corps en action. Après, comment ça nous aide ? Ça nous a aidé à cerner les concepts, à se faire des représentations, même si des fois les représentations que nous, praticiens, on se fait, peuvent être discutées par les philosophes, puisqu'on a tendance à faire des réductions des concepts. Mais disons que cette idée que le moteur de l'expérience, en tant que designer d'expérience, n'est pas dans les portes, les possibles ouverts par le dispositif, mais le moteur réel de l'expérience, c'est le corps en action qui va produire des actes. C'est l'acte qui va produire des actuels. Et qu'en effet, c'est pas tant le dispositif, les possibles qu'on met en tant que designer, guide vers des flux de virtuel qui nous intéressent en tant que réalisateur, mais que fondamentalement, le récit, l'expérience se construit dans cette actualisation par le corps de l'immersant. Voilà. Et cette petite différenciation est très importante parce que, en effet, autant en cinéma, en tant que réalisateur, tout ce que je mets sera vu. Autant en réalité virtuelle, tout ce que je mets dans le dispositif sera peut-être vu. Si j'arrive à attirer les gens vers, et si les gens font l'action. Et on sait très bien qu'une action peut avoir plusieurs résultats. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément ce chemin de fer que propose en réalité virtuelle. Il n'y a pas ce chemin de fer que propose le cinéma qui va nous guider quand même de façon assez directe vers la fin du récit. Donc voilà, je dirais que c'est cette prise de conscience que ça nous a apporté. J'aimerais ajouter quelque chose parce que justement la réalité virtuelle est souvent étudiée à partir de la notion d'agentivité, d'interactivité. Et ce qui est intéressant dans le lien entre les deux approches, c'est qu'on peut réfléchir en termes de forme, en termes de construction spatio-temporelle, en se basant sur les formes préexistantes telles qu'elles étaient expérimentées par le cinéma expérimental, l'art vidéo, installation. Donc du coup, on peut également réfléchir sur des formes immersives en tant que construction spatio-temporelle et non pas seulement du point de vue phénoménologique de l'action du corps. En fait, qu'est-ce qu'une forme construite par une expérience sonore? En fait, vous savez l'importance du son dans la construction d'architecture et de l'architecture immersive. Qu'est-ce qu'une organisation spatio-temporelle en fait, en tant que forme? Et notamment, voilà, ça donne aussi les expériences de Rumi sur le montage, parce que vous savez bien qu'il s'agit plutôt des plans séquences. Encore, est-ce que le terme est approprié de la virtualité, de la réalité virtuelle, mais qu'aujourd'hui on commence à travailler le montage, essayer de monter des différents plans. Donc du coup, je trouve que ça permet aussi de penser à des formes possibles que cette nouvelle technologie peut amener au niveau des formes filmiques et artistiques, en fait. Alors, juste un petit point pour terminer. J'ajouterais, c'est vrai qu'au début, quand moi-même, dans mon travail, je venais plutôt de l'image en mouvement, de la réalisation filmique, et on a abordé la réalité virtuelle par cette approche du cinéma, en essayant des fois de faire un peu du cinéma VR, et on s'est aperçu que ça marchait pas vraiment. On peut pas réappliquer les lois du cinéma au design d'expérience en VR, c'est pas aussi direct. Donc, il y a des choses très intéressantes comme le travail que Rémi vous présentera où il questionne la notion de montage. En montant, on fait récit au cinéma. Est-ce qu'en montant en VR, on fait récit ? Est-ce que la VR nous condamne à l'expérience ou est-ce qu'elle peut être aussi en partie du récit ? Et en fait, dans ces échanges où on a fait venir aussi des gens de théâtre, il y avait même des gens de danse, des gens de son, on s'est aperçu qu'en effet, peut-être que les modèles à aller chercher dans les médias préexistants, c'est peut-être plus les modèles du théâtre dont il faut s'inspirer
que des modèles directement du cinéma. Et là, on n'est pas du tout d'accord. Donc, vous voyez bien les débats qui ont eu lieu, donc, du coup, pendant l'ensemble de notre équipe de recherche. C'est justement pour comprendre qu'est-ce que ce sont des formes virtuelles et c'est leur autonomie par rapport à d'autres arts, mais aussi l'ancrage, l'archéologie. Donc, vous êtes en direct devant nos débats. Et là, les débats vont continuer. Merci. Merci à tous les deux. On peut vous applaudir. Merci à tous les deux.